c'est l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, clairement. En fait, il y avait tout pour m'attirer, c'est-à-dire Frankenstein par Guillermo del Toro, ça fait sens. Il y avait les retours dithyrambiques de la Mostra de Venise et finalement, je suis tombé de haut. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Mais ça va et toi ? Ça va. Deuxième enregistrement de suite, à 2 jours d'intervalle. Et c'est un épisode qui va peut-être diviser, puisque j'ai l'impression qu'on est en minorité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas les... Ouais, on n'est pas dans la majorité. Ça dépend, j'ai vu quelques voix dissonantes quand même. Je pense qu'il y en a qui commencent à arriver, mais comme, tu sais, c'est relativement tôt. Je pense que c'est ceux qui ont adoré le film qui ont pas mal parlé. Voilà. Nous, on est un peu moins dithyrambique pour le coup. Frankenstein, Ista, c'est assez marrant. Frankenstein, voilà, qui a été un roman de base de Mary Shelley, voilà, d'une femme d'ailleurs, voilà, qui est écrit au 19e siècle et qui a eu une adaptation cinématographique qui a marqué le cinéma à tout jamais, celle de 1930 ou 31, je sais plus, de James Whale, et qui est une œuvre un petit peu fondatrice vu que c'est un film culte qui a été repris et re-repris, je pense, dans le cinéma et même dans toute la pop culture, en fait. Et c'est marrant parce que là, je l'ai revu. Le film, je l'avais pas vu depuis, je sais pas, depuis mes études, etc. Mais en fait, on l'a tous vu, ce film, sans le voir, en fait. C'est ça qui est assez marrant. C'est-à-dire que je pense que, je pense que ça a tellement infusé que les gens, par exemple, juste la tête de Frankenstein, déjà de Boris Karloff, tout le monde l'a. Tout le monde voit sa tête, tu vois. Alors que pourtant, c'est pas quelque chose. Oui, la grosse tête carrée avec les boulons. C'est ça. Enfin, tu l'as. Enfin, le design, tu l'as tellement ça a été repris. Alors que Oui, parce que moi, j'ai pas vu le film. Hein. Mais je sais. Mais en fait, tu l'as vu. Je suis sûr que si tu regardes le film, tu vas te dire, mais en fait, tout ça, je connais parce que ça a été repris. Même juste l'histoire de Frankenstein, elle a été reprise 150 milliards de fois par Guillermo del Toro déjà, mais aussi, je veux dire, Frankenweenie, voilà. En début d'année, on a vu Créature Commando, il y avait Frankenstein dedans. Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs qui reviennent. De l'histoire de Frankenstein, de ce mythe-là, qu'en fait, tout le monde voit un peu ce que c'est Frankenstein sans même avoir vu le film, ça qui est assez fou. Et ouais, le film, il est assez marquant, quoi. T'as dit, c'est le design de la créature de Frankenstein, s'il te plaît. Oui, mais le mythe de Frankenstein, je sais pas comment. Mais Frankenstein, c'est celui qui crée, c'est Victor. Mais en fait, ça, je vais te dire un truc direct, parce que ça, c'est chiant, en fait. Voilà, je vais te dire un truc direct. En fait, le créateur s'appelle Frankenstein, mais la créature s'appelle la créature de Frankenstein, et ça fait chier. Oui, c'est ça. En fait, c'est chiant, d'accord? Donc, quand on dit Frankenstein, des fois, pour la créature, c'est chiant, d'accord? Voilà. Donc, on va sûrement faire l'erreur, mais maintenant, c'est bon. Voilà, j'ai fixé le truc. mais bref, le film, il est quand même assez visuellement bluffant, quand même. C'est-à-dire que, il est très inspiré de l'expressionnisme allemand. Il joue beaucoup avec les formes, etc. Et ça marche. En fait, le film est extrêmement court. Hein, il dure 1h10, 1h15, un truc comme ça. La fin est un peu rushée, voilà, à cause des problèmes techniques de l'époque ou des problèmes budgétaires sûrement, mais c'est marrant parce que Frankenstein fait partie techniquement du peut-être premier univers partagé du cinéma techniquement, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'univers partagé, mais avec tous les Universal Monsters, etc. Ça en faisait partie, hein, quoi, techniquement. C'est ça qui est assez drôle. Ah oui. Je crois qu'il y a même un film où il y en a plusieurs, non? Ah mais il y a plusieurs films, il y a plusieurs crossovers entre les Universal Monsters, donc bien avant le MCU, c'est ça qui est drôle. Mais bon, c'était un autre temps, quoi. Ah, mais là, on commence à voir, on a une Nosferatu, là, on a Frankenstein, on va voir la momie qui va revenir. Après, ils sont pas en crossover. On va faire. Non. Techniquement, il y a une tentative de crossover qui s'appelle le Dark Universe. Oui. Ça n'a pas trop marché. Oui, voilà. Qui a duré un film. voilà, exactement. Enfin, qui étaient deux films distincts qui n'ont donné aucun univers, les deux. C'est ça qui est marrant. Parce que Dracula Untold, techniquement, devait aussi lancer un peu ça. Mais ça n'a pas marché non plus. C'est terrible. Ouais, mais j'ai l'impression que le vrai départ, c'était censé être la momie de. C'est celui qui a coûté ultra cher. Ils avaient Tom Cruise, ils avaient tout dessus et ça n'a pas marché, quoi. Et il n'y avait pas L'Homme Invisible aussi?
Ah oui, oui, c'est ça. Il y a la fameuse photo avec Johnny Depp, avec Javier Bardem, etc., qui devait jouer Frankenstein. Enfin bref, il y avait toute une photo, il y avait plein de trucs qui étaient lancés et qui a été annulé très très rapidement pour le coup. Guillermo del Toro, Istar, voilà, je sais pas si tu connais, réalisateur Pas du tout. quand même culte et un des plus connus quand même des 30 dernières années, je dirais, quand même. Comme ça, voilà, le labyrinthe de Pan, Hellboy, la forme de l'eau, Scarisé, voilà, voilà, il est quand même assez connu. Je pense que n'importe qui a vu au moins de ses films. Et c'est un gros geek, voilà, Guillermo del Toro. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il a émergé dans les 30 dernières années et qu'il est très apprécié en ce moment, enfin depuis 30 ans, quoi. Et ce qui est assez intéressant dans sa filmo, c'est l'alternance en fait, c'est-à-dire de l'alternance de films dits de commande, de blockbusters hollywoodiens et des films d'auteurs plus intimes. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a quand même quasiment toujours imposé son style, à part un seul film. Évidemment, c'est Mimic, voilà, qui est sorti il y a 25 ans et qui a été une expérience un petit peu traumatique pour lui parce que voilà, il a travaillé avec les Weinstein, voilà, et on va dire que le film a été charcuté, il a pas pu faire ce qu'il voulait, mais cette expérience un peu traumatique, elle va beaucoup lui apprendre et ça va surtout le faire devenir un contrôle fric. Voilà, il veut avoir le contrôle total de ses films et c'est un peu ce qu'il va avoir sur les 30 dernières années quand même pour le coup. Et il a la capacité, je trouve, Guillermo del Toro, impressionnant à rendre n'importe quel film bien plus cher que ce qu'il n'est en fait. Et il y a quelques réalisateurs qui sont assez forts comme ça et lui vraiment, et il l'aide. Ah, visuellement, tu veux dire? Ouais, visuellement, t'as l'impression que, tous ces films, t'as l'impression qu'ils coûtent le double enfin, tu vois, tu sens l'argent, tu vois, direct. Même les films qui coûtent beaucoup moins cher, ils te les rendent tout de suite, extrêmement cher, quoi. Il arrive vraiment à rendre des films extrêmement beaux, extrêmement, prégnants dans l'argent qui a été mis dedans, quoi. C'est impressionnant. Et ouais, toi, t'es fan de Guillermo del Toro, il me semble, c'est ton réal préféré. Ouais, moi, ça fait partie de mes réals préférés, clairement. Je pense moi-même, c'est mon réal préféré. Ouais, parce que ces thèmes, ils me parlent. C'est toujours voilà, le monstre c'est l'humain et l'humain c'est le monstre. C'est un peu toujours ça et ce qui fait beaucoup de parallèles avec Frankenstein justement. Et ouais, moi je trouve que par exemple Hellboy 2, surtout le 2, c'est un des meilleurs films de super-héros pour moi, tout confondu, Marvel, DC, tout ça. Comic book movie plutôt que super-héros, mais je vois ce ouais, voilà. Oui. Ouais. Et ouais, je trouve que moi son cinéma il me parle, La forme de l'eau, j'avais adoré, j'étais trop content quand qu'il avait gagné aux Oscars et tout, c'était enfin la consécration des geeks un peu. Sur le coup. Et Pacific Rim, quoi. Pacific Rim, moi j'adore, hein. D'ailleurs, on a appris là que c'est parce que James Cameron lui a montré Pat Labor qu'il a fait plus tard Pacific Rim d'ailleurs. C'est un peu drôle. Et ouais, non mais c'est quelqu'un qui me parle beaucoup. Le côté gothique et tout, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et je trouve que c'est un réal qui a bien mieux vieilli que Tim Burton par exemple. Après il fait pas du cinéma aussi depuis aussi longtemps que Tim Burton non plus. Quand même. Pas loin, en vrai. Tim Burton, il a commencé fin des années 70, quand même. Guillermo del Toro, c'est le milieu des années 90. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il était dans les animations et tout. Mais après, effectivement, pour l'instant, ça va. Enfin, Tim Burton, ça fait 25 ans que c'est chaud, quoi. Tu vois, on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Ça va, pour l'instant, il tient à peu près la route. Et moi, je me suis tapé toute sa filmo, là. J'ai revu les films que j'avais déjà vus. À part Pinocchio et Nightmare Alley, parce que je les ai vus il y a pas si longtemps que ça non plus. Mais sinon, j'ai tout revu ou vu les films que j'avais pas vus, parce qu'il y a quelques films, surtout les premiers films que j'avais pas vus. Et ouais, en fait, ce qui fait que les gens l'aiment, c'est surtout que c'est son univers. En fait, il a un univers très, très à lui. En fait, c'est un univers plutôt horrifique, oui. De contes, univers gothique, etc. Il fait d'ailleurs très peu de films contemporains, en fait, et dans notre réalité, il fait surtout des films fantastiques, hein, voilà, c'est ce qu'il aime. Et il y a beaucoup de figures, j'ai remarqué, qui reviennent, évidemment, les monstres. Il aime bien les créatures très Lovecraftiennes, etc. Et évidemment, toujours le vrai monstre, ce n'est pas celui qu'on pense. Parce que lui, il croit vraiment aux monstres, il aime vraiment aux croyances, aux monstres et aux fantômes aussi. Il pense vraiment que les fantômes existent, par exemple, les esprits, ça c'est fou, quoi. T'as déjà vu sa maison, c'est un délire, hein. Ah oui, non, mais lui, il a des croyances extrêmement spéciales, voilà, pour pas dire, mais voilà, enfin, quand tu l'entends, Guillermo del Toro, il est vraiment sincère, quoi. T'as l'impression quand il parle, quoi. Et il y a des figures qui reviennent beaucoup, le vieil alchimiste, par exemple, qui revient beaucoup, le rapport à l'enfance, dans quasiment tous ses films, le rapport au père aussi, ça c'est quelque chose de très prégnant. Et moi, j'ai découvert ses premiers films que j'avais pas vus, mais j'ai de la difficulté quand même avec ses premiers films. C'est-à-dire que je vois où il veut aller. Il y a déjà toutes ces thématiques et il y a des choses qui sont
quand même assez impressionnante visuellement dans ses films. Et il a déjà ses thématiques, mais je trouve qu'il y avait un vrai problème d'équilibre et de rythme en fait dans ses premiers films. Je m'ennuie beaucoup quoi Oui. dans ses premiers films quoi. Oui, Et je trouve qu'à partir de Hellboy, je dirais, je trouve que le premier Hellboy, je trouve que c'est là que ça prend vraiment forme et que là il y a une vraie maîtrise du rythme, etc. Et là ça marche vraiment bien. Mais par contre, ce qu'il a jamais perdu, c'est que ses films sont très beaux quoi. C'est-à-dire qu'il met toujours en valeur les décors, etc. Il a toujours des idées pour incorporer des objets un peu spéciaux. Enfin, vraiment, ça marche vraiment bien quoi. Il y a énormément de symbolique dans son cinéma. Plus ou moins fine, hein. Voilà. Mais en tout cas, Ouais. c'est très prégnant. Le rapport christique à la religion aussi, ça l'a beaucoup marqué quand il était enfant. Que, on va dire, il a pas un rapport à la religion, au christianisme très positif, voilà. Mais par contre, j'ai remarqué que scénaristiquement, ça l'intéresse pas en fait, Guillermo del Toro en fait. Souvent, ces scénarios, c'est quand même assez prévisible, etc. Il s'en fout. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est la structure visuelle de son film. En fait, il fait tout passer par ça, en fait. C'est ça qui le démarque. Je pense que si tu lui demandes, les scénarios, etc., de suivre un scénar, je pense que voilà. Il fait un scénar pour faire un scénar, mais c'est vraiment pas ça qui l'intéresse. C'est vraiment la symbolique. C'est comment je vais retranscrire visuellement quelque chose. Et parfois, souvent, je trouve que la symbolique l'emporte beaucoup sur la dramaturgie et l'émotion. Je trouve. C'est-à-dire que, et c'est un reproche, mais pas tellement. C'est-à-dire que moi, je suis rarement ému devant les films de Guillermo del Toro. Et c'est pas grave. Il y a des films que j'adore de Guillermo del Toro qui m'émeuvent pas, ou voilà, je suis pas dans l'émotion et je vais chercher autre chose et voilà. Mais c'est vrai que ces films moi, je crois qu'il y a que le Labyrinthe de Pan, j'avoue, la fin, où là, vraiment, je trouve que ça reste, voilà. Mais ces films, tu vois, je suis pas vraiment dans l'émotion. Là, j'ai revu La Forme de l'eau et j'ai été un peu déçu de La Forme de l'eau au final. Au final, c'est pas du tout un film qui me touche vraiment. Mais par contre, je te rejoins, moi, Hellboy 2, c'est là j'ai revu, j'ai pris mon pied, un truc de malade. Et Hellboy 2, c'est un truc de fou quoi, c'est vraiment génial. Mais en tout cas, il y a des films que j'aime moins de lui, mais je trouve que son parcours et ses films m'intéressent toujours quoi, clairement quoi. Et c'est lequel ton Del Toro préféré du coup toi d'ailleurs? Pacific Rim. J'ai la musique en tête et tout mais direct. tu vois, Pacific Rim, c'est pas du tout un film qui me touche. Je trouve que les personnages sont un peu caricaturaux. Mais en fait, moi, ce que je viens y chercher, mais c'est un animé au cinéma. Quoi. Non, mais tu vois, il pourrait, tu vois, un peu plus travailler ses personnages, etc. Mais après, moi, les scènes de combat et tout, ça me met tellement bien. Je trouve ça tellement fou que. Oui, donc t'as quand même de l'émotion. C'est pas de la tristesse ou quoi. Mais non, mais quand je dis, je suis pas ému, c'est-à-dire que je pleure pas, tu vois, pour les personnages. Je suis pas investi et de fou émotionnellement. J'ai des frissons, tu vois, quand je vois les scènes, etc. Oui, voilà. Mais j'ai pas d'émotion forte en mode je vais pleurer, tu vois, de ce truc-là. Mais c'est pas forcément grave, tu vois. Il y a des cinéastes ou des films qui me touchent pas en mode je suis pas en train de pleurer, mais il y a quelque chose, je sais pas, qui me transcende visuellement ou je sais pas, il y a quelque chose d'autre, quoi. Mais tu vois, quand Idris Elba il dit Tonight we cancel the apocalypse et tout, enfin t'as envie de gueuler avec lui. Oui, il est à côté épique, etc. C'est assez prenant, quoi. Mais tu vois, le personnage d'Idris Elba, ça peut être ce truc un peu triste et tout, je m'en fous. Je suis en mode bon. Il y avait quand même un flashback sympa avec. Ah non, mais le flashback est fou visuellement. Le flashback est dingue, tu vois. Mais tu vois, les rapports entre les persos et tout, bon, tu vois, je suis en mode bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, tu vois. Ouais, mais après quand tu vois la suite. Non, bah, je l'ai pas vu et je la verrai pas. Franchement. Ouais, je pensais celui-là. Moi, j'ai l'impression qu'il a explosé avec Labyrinthe de Pan, surtout. C'était la consécration parce qu'il a eu, il a une renommée. Il a été nommé aux Oscars. Je sais pas s'il a eu l'Oscar du meilleur film étranger. En tout cas, voilà, il a une vraiment reconnaissance critique, etc. Et oui, après ça a déroulé quoi. Et donc du coup, on se retrouve avec Frankenstein, qui est un projet qu'il a depuis 20 ans, un truc comme ça, qu'il a dit qu'il voulait faire, qui a été annulé, je crois, si j'ai bien pu comprendre, en tout cas avorté très tôt, parce qu'il y a eu le Dark Universe déjà, donc c'était en mode c'est mort, on fera pas ton truc, quoi. Et de base, c'était pas Jacob Elordi qui devait incarner la créaturiste. C'était Andrew Garfield qui devait jouer la créature de Frankenstein, effectivement. C'est ça, et ça s'est pas fait. Mais il y a eu un problème d'emploi du temps, je crois. C'est ça, quelque chose comme c'est ça. Et ça, du coup, tout a été un peu chamboulé. Budget de 120 millions de dollars. Prod de Netflix. Du coup, voilà, il y a certaines personnes qui ont pu le voir au cinéma avec la sortie limitée. Pas nous. Voilà, dommage. Bah, pas en France, non, effectivement. Ah si, un peu. Là, il y a des sorties limitées en France, il y a quelques trucs, mais enfin, moi j'ai vu que les réservations étaient complètes, etc. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la critique? On peut y aller. C'est parti. Maintenant, sauve-toi. Un scientifique brillant mais égoïste donne vie à une créature dans une expérience monstrueuse qui conduit finalement à la perte du créateur et de sa création tragique. Bon voilà, c'est l'histoire de Frankenstein, tout le monde la connaît pour le coup, je pense.
Oscar Isaac et le Dr Frankenstein, Jacob Elordi et la créature, Mia Goth, Christophe Waltz, Lars Mikkelsen, il y a plein d'acteurs. Et il s'agit de poser la traditionnelle question, qu'est-ce que tu as pensé rapidement sévèrement de Frankenstein de Guillermo del Toro? Bah malheureusement, je suis un petit peu déçu. En fait, je sais pas, au début j'étais dedans. Je fais en mode, voilà, je suis dedans, ok, ça avance. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis un peu ennuyé. Et en fait, j'ai commencé un peu, en fait, j'ai commencé à trouver le film long. Je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et ça a été compliqué pour moi, ce film-là, au final. En fait, c'est marrant, c'est ce que tu disais un peu sur le rythme de ses premiers films. Bah, moi, je trouvais que là, pour moi, le rythme là de ce film-là est pas très bon. Les acteurs jouent super bien, hein. Par contre, il y a pas de souci. Jacob Elordi, il est super dans la créature de Frankenstein. Tout le monde joue bien. Techniquement, c'est bien foutu. Il y a pas de souci. Après, sur le visuel et tout, j'ai des réserves, mais on en parlera plus tard. En fait, je pense aussi que je me suis fait chier parce qu'en fait, l'histoire, on la connaît déjà. Et en fait, quand tu passes plus d'une heure, on va dire que quand la créature de Frankenstein arrive peut-être au bout d'une heure et demie, là, bah, je suis en mode, ouais, mais en fait, ça, on aurait pu me le faire en 20 minutes et j'aurais très bien pu comprendre. Et donc, ouais, c'est trop long pour ce que ça raconte et au final, ouais, je sais pas. Moi, j'ai eu l'impression qu'il se passait pas grand chose et je me suis un peu ennuyé, quoi. Donc, voilà, un peu déçu de ce Frankenstein. C'est l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, clairement. En fait, il y avait tout pour m'attirer, c'est-à-dire Frankenstein par Guillermo del Toro, ça fait sens. Il y avait les retours dithyrambiques de la Mostra de Venise et finalement, je suis tombé de haut. Alors, le film est pas du tout catastrophique ou quoi, mais au vu des derniers films et de toute la filmographie de Guillermo del Toro, je trouve que c'est très très faible pour le coup. C'est-à-dire que le film a toujours des qualités visuelles indéniables, des qualités de mise en scène, même les acteurs se donnent beaucoup, mais j'ai l'impression qu'en fait il n'a plus rien à raconter là-dessus, c'est-à-dire que tout ce qui est dans cette histoire, il l'a déjà raconté avant et en mieux, et donc du coup là je me retrouve devant un film où j'ai l'impression de voir les thématiques de Guillermo del Toro travailler un petit peu, mais de manière beaucoup moins bonne. Visuellement, il y a aussi quelques limites, peut-être dû à Netflix, peut-être pas, et ouais, moi je trouve qu'il y a un problème émotionnel très très fort dans le film, c'est-à-dire que là, pour le coup, à la fin, je trouve que ça ne fonctionne pas et j'expliquerai après pourquoi. Mais émotionnellement, j'arrive pas du tout à être embarqué. C'est beaucoup trop long. La première partie de l'histoire est beaucoup trop longue, selon moi. Et en fait, on se retrouve devant 2h30 d'un film qui est plutôt bien décoré, mais qui manque pour moi d'émotion et de substance, terriblement, quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la première partie est trop longue, mais que la deuxième partie est trop courte. Peut-être en miroir, ouais, peut-être que c'est un peu ça quand même pour le coup. Mais peut-être parce que le film, on va peut-être avoir l'impression qu'on va le plus le défoncer que de raisonnable, mais c'est parce que vraiment on arrive à peut-être pointer plus facilement les défauts du film. Ce n'est pas du tout un film horrible, quoi. C'est pas du tout un film, tu vois, genre je suis en mode, je déconseille les gens, non. C'est vraiment une horreur, pas du tout, quoi. C'est-à-dire que ça va, quoi. Il y a quand même des qualités. On va sûrement commencer par ça. Le film est un conte, voilà. Il retrouve ce chapitrage très commun au conte, un espèce de conte gothique, romantique, qui rappelle beaucoup Crimson Peak, d'ailleurs, avec Jessica Chastain, Tom Hiddleston, etc. Crimson Peak qui m'avait un peu déçu à l'époque, moi, Crimson Peak, mais j'ai envie de le revoir, parce que je me dis peut-être que je le reverrai à la hausse. Je sais pas, tu l'as revu, toi ? Ouais, je l'ai revu à la hausse, pour le coup. Je pense pas que c'est un des meilleurs Guillermo del Toro, mais je trouve que vraiment, déjà, je pense que c'est son plus beau film, Crimson Peak. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Et pour le coup, et là, je trouve que le film est quand même moins beau que Crimson Peak, mais on va y revenir. Mais ouais, Crimson Peak, je trouve que, en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème aussi d'émotion, en fait, d'une histoire d'amour, etc. Moi, je trouve que les histoires d'amour chez Guillermo del Toro, il y a un petit problème, mais je trouve que plastiquement et en termes de mise en scène et de certaines réflexions, le film est quand même hyper fort, quoi, Crimson Peak, pour le coup. Donc moi, j'aime plutôt bien Crimson Peak, et voilà, comme Crimson Peak et comme sa filmo, il arrive quand même parfois, enfin souvent même, à faire des beaux cadres, à mettre surtout en valeur les décors, c'est-à-dire qu'il utilise le grand angle, voilà, ce fameux grand angle, mais le grand angle, il marche pour mettre en valeur les décors si la production design, elle est plutôt bonne, et là pour le coup je trouve que la production design est vraiment bonne, voilà, pour le coup, et même ce côté grand angle de montrer l'énormité parfois des décors, etc., ça montre aussi le côté un petit peu démiurge, en fait, du personnage de Dr Frankenstein. Je trouve que voilà, il y a un très beau travail des couleurs, encore une fois, des contrastes, etc., et il y a même une esthétique que j'aime plutôt, de la démesure, en fait, une esthétique un peu du trop plein, où il y a plein d'objets parfois dans le cadre, plein de trucs, tu vois, d'espèces de trucs que j'aime plutôt bien, tu vois. Il y a un côté boulimique chez Guillermo del Toro que j'aime bien aussi. Voilà, en termes de production design, je parle, et de mettre en valeur les décors, je trouve que ça marche plutôt bien. Même si
je sais très bien la limite que tu vas y apporter juste après, je vais plutôt la concéder, Ista. Mais t'es plutôt d'accord quand même que le film a quand même un peu de gueule, quand même. Le film a quand même un peu de gueule, mais tu vois, j'ai vu des gens dire que c'était moche. J'ai vu certaines gens. Oui. Je parlais tout à l'heure des personnes qui avaient voilà qui avaient d'autres opinions que c'est génial et tout, qui ont trouvé le film laid. Et alors moi je dirais pas que c'est laid, mais il y a un truc qui me dérange. Ouais, je sais pas. C'est moi j'ai trouvé que tout faisait tout renfermé, en fait, trop renfermé, et j'ai l'impression qu'on était toujours très près des personnages et qu'on les voyait pas tellement les décors plus que ça. Même si je concède ce que tu dis, oui, quand tu regardes derrière et tout, les costumes sont magnifiques, les décors sont super, mais ouais, moi j'ai trouvé que, je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé dans la façon dont c'est filmé. J'ai presque l'impression des fois que ça faisait un peu plus télé que cinéma. Ouais, Mais je sais pas si c'est. Je pense que t'allais venir ça, mais en fait, je trouve que les scènes d'intérieur marchent vraiment en termes de quand ils font les grands angles, etc., pour mettre en valeur les décors intérieurs. Mais en fait, je pense que je sais pas, en fait, parce que je sais qu'il a un contrôle total, mais c'est vrai qu'il y a un peu, on a l'impression qu'il y a un filtre Netflix. Parfois, quand même. Franchement, je trouve qu'il y a certaines scènes ou certains trucs où je me dis, est-ce que c'est pas un peu éclairé à la Netflix et tout? Il y a un truc qui me dérange aussi. Je suis en mode, ça, dans les films de Guillermo del Toro, d'habitude, il y a pas, c'est pas, Ben, y a pas. c'est pas autant Netflixisé, autant, je sais pas, ça fait très lisse, en fait, des fois. C'est hyper lisse, quoi, l'image, je trouve. Ouais, c'est ça. Je trouve ça trop bizarre, quoi. Et pas tout le temps, parce que des fois, il y a des scènes, je trouve pas, mais des fois, je sors un peu du film à cause de ça, je suis d'accord, quoi. Ouais, il y a ça. Et tu vois, par exemple, il y a un moment, plusieurs fois dans le film, on voit un ange en rouge, il est en 3D, il est pas très beau, je trouve. Les effets numériques du film sont pas fous, parfois. Les effets numériques. Je pense, là, tu parles de l'espèce d'ange. Effectivement, il y a des scènes qui sont un peu problématiques. Dans la deuxième partie du film, il y a des loups en numérique qui sont dégueulasses, hein, faut le dire. Et là, franchement, c'est rare dans les films de Guillermo del Toro où les effets spéciaux sont pas au cordeau. Parce que, bah voilà, lui, il a l'habitude de travailler avec les effets spéciaux. Il a même, je crois, quelque part révolutionné un peu les effets spéciaux quand il avait fait Blade 2, etc. Voilà. Et c'est trop bizarre parce que les effets numériques sur les loups et tout, enfin, vraiment, à la fin, je me dis, mais attends, ça c'est passé, ça c'est bon, mais je pense pas que c'est fini, enfin, c'est pas possible. Ah bah, s'ils nous ont validé, là, c'est fini. Non, mais des fois, tu sais, les films, voilà. je veux dire, ils ont une date de sortie, ils s'y tiennent et les effets spéciaux sont pas finis, ils sortent. Ouais. Mais, enfin, je sais pas, tu vois, je suis pas dans la production, mais là, je me dis clairement, il y a un problème avec ces effets spéciaux-là. Enfin, pour moi, ils sont pas finis. Enfin, il y a un problème, tu vois, c'est pas possible. Ouais, il y a un problème, c'est bizarre, on dirait que c'est pas fini. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que Del Toro, lui, il adore faire du practical et tout, et là, on dirait que, ouais, fait de la après, 3D tu dis qu'il fait en vrai, en voyant sa filmo, il a quand même beaucoup fait des effets numériques, en fait, dans ses films. Il y a les deux, hein, sur les créatures, etc., évidemment. Mais il mélange les deux, quoi. Oui, c'est ça, il mélange les deux, mais dès Blade 2, déjà, il y a beaucoup de numérique, en fait, et même dans pas mal de films, il y a beaucoup de numérique, etc., mais ils ont jamais été aussi mal faits. Enfin, techniquement, là, je trouve que là, il y a vraiment un problème. Ouais, bah moi je te dis, j'ai trouvé aussi sur l'ange rouge. Sur les loups, ça m'a peut-être un peu moins choqué. Moi, les loups, ça m'a choqué direct. Franchement, dans la forêt et tout, j'étais... Là, c'est chaud quand même. Ouais, j'ai peut-être pas fait assez mais gaffe. En plus, je trouve que c'est bizarre parce que ça contraste bizarrement avec... Parce que le film est assez gore, assez violent et assez viscéral, quoi. Il y a vraiment des chairs qui se pètent, des bras qui... Enfin, vraiment, il y a des moments qui se font un peu... Voilà. Et même il y a tous ces trucs avec les animatroniques, tu vois, où au début, par exemple, où il est dans une salle plein de médecins, et il réanime un espèce de cadavre qui a juste son corps. Et il est génial, l'animatronique, d'ailleurs. C'est une des meilleures scènes du film parce que là vraiment ça marche, quoi. Enfin vraiment t'as vraiment l'impression, c'est vraiment palpable, quoi. Il y a un vrai artisanat à ce niveau-là. Et même il y a tout ce rapport à la chair, en fait. Il y a tout ce rapport à la chair sur le début du film où le médecin il cherche les cadavres, etc. Où vraiment il y a des moments. Ah oui, moi ça me faisait mal, je faisais. Voilà, et ça marche. Et là, d'un coup, t'as ce côté ultra numérique qui est pas fini. Et je trouve ça contraste direct avec ce que t'as eu avant. C'est trop hybride, bizarre. Enfin, je trouve ça trop bizarre, moi. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai trouvé ça chelou. Mais c'est vrai que quand c'est vraiment en practical, ça fonctionne super bien. Et je sais pas pourquoi. Ouais, la CGI est pas finie, quoi. Alors, est-ce que c'est Netflix qui a, comme t'as dit, qui a demandé de finir à temps ou quoi? Mais je pense qu'ils ont laissé le temps de faire quelque chose. Après, c'est vrai qu'on sait que Del Toro, il a toujours eu du mal à financer ses films. Ça a été compliqué pendant des années. Mais après, là, ces films-là, Frankenstein, Pinocchio, les seuls studios qui peuvent les financer, limite, c'est Netflix, tu vois. Et donc, il est obligé un petit peu d'aller là-bas. C'est ça. Donc, peut-être qu'il fait des concessions aussi, quoi. Après, je l'écoute lui, et peut-être c'est faux, mais il dit qu'il a pu faire ce qu'il voulait. Il a toujours dit chez Netflix, Pinocchio, là, j'ai fait ce que je voulais. Donc, bon,
je le crois, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs. Mais Fincher dit pareil, tu vois, ces derniers films Netflix, ils sont pas ouf, quoi. Oui, mais oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas forcément un rapport de qualité. Il y a des films de Del Toro que j'aime pas, mais par exemple, les films que j'aime pas, techniquement, ils sont plutôt réussis, tu vois, Del Toro. Tu vois. C'est pas une question. Bah oui, ça a toujours été réussi. Moi, ça m'a jamais choqué les effets spéciaux chez Del Toro. Hein. C'est ça. Même des films que j'aime pas. Bah, moi, Blade 2, je suis pas fan. Bah techniquement, je le trouve hyper réussi le film quand même, tu vois. Donc, tu vois, là, c'est pas. Là, je sais pas. Il y a peut-être un problème de production en fait tout court chez Netflix. Je sais pas. Tu vois, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Peut-être, ouais, c'est trop bizarre parce que ça fait plusieurs films, pas forcément que Del Toro, où on a des problèmes avec les effets spéciaux. Le Dragon, The Witcher, voilà, ou ce genre de choses. On s'en rappelle bien. Le design de la créature, est-ce que toi il te parle ou pas? Moi j'ai un petit problème, mais vas-y, je te laisse parler en premier. Alors ça dépend à quel moment. Moi quand il est en mode ingénieur de Prometheus, j'aime pas du tout. Voilà, c'est. Tout le monde a dit ça. Franchement, c'est ça qui m'est venu à la tête direct quand j'ai vu. J'ai dit putain, c'est les ingénieurs de Prométhée. Ah oui. Mais après, le film reprend pas mal le mythe de Prométhée aussi, apparemment. Donc bon, est-ce que c'est un oui, rapport il y avait un délire à l'époque. Il disait que Prometheus c'était un film qui voulait faire les montagnes hallucinées de Lovecraft, je crois. Et ça reprenait pas mal de Prometheus. Et il a dit quand il a vu Prometheus, Del Toro, il a dit c'est bon. En fait, Ridley Scott il a fait les montagnes hallucinées, quoi. Et voilà, Prometheus a marqué la pop culture. Voilà. Et voilà. Exactement. Mais par contre, quand il a les cheveux longs et le manteau et tout, moi j'aime bien. Ouais, je le trouve stylé. Bah, en fait, moi j'ai un problème avec le design. En fait, quand je l'ai vu et tout la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire et tout, parce que il ressemble aux ingénieurs. Mais en fait, je le trouve trop beau, en fait, ce Frankenstein, dans un sens. C'est-à-dire que il est un peu trop lisse. En fait, tu vois, quand je vois là Jacob Elordi dedans et tout, je me dis, bon, en fait, il est pas si moche, tu vois. Je me dis ça va. Je me dis ça va, tu vois. Et surtout, je ressens pas le côté assemblage de chair. Tu vois, c'est-à-dire que, et en plus, on te fait tout ce travail sur la chair au début, sur le côté palpable en fait, ils vont prendre des cadavres, ils vont les assembler. Et en fait, quand tu le vois, en fait, je trouve ça trop lisse, tu vois. Alors que c'est censé être des amas de chair, de trucs différents et tout. Ah, là, je trouve pas assez beau. Après, je pense qu'il veut faire un rendu très pâle, au mode ingénieur, un peu spectral, tu vois, je pense, pour le personnage. Mais en fait, moi, ça me pose un problème même dans le film. C'est-à-dire que je capte même pas pourquoi tout le monde est aussi repoussé par lui, quoi. Parce que je le vois, je suis en mode, oh, ouais, ça va, quoi. Ok, il est grand, il est imposant, etc. Là, parce que c'est que Jacob Elordi fait 1m96, un truc comme ça, 98. Il est énorme. Mais il est pas si repoussant que ça, je trouve, visuellement, tu vois. Je le trouve pas moche, tu vois. Et peut-être qu'on va me dire que, en fait, il le rend beau parce que Guillermo del Toro, lui, la créature, il la trouve belle. Mais là, moi, ça me pose un problème, pour le coup. C'est que del Toro, il a jamais eu besoin de rendre ses créatures attrayantes, entre guillemets, pour que lui, il les trouve belles, en fait. Ça a jamais été ça, en fait. Il a jamais eu besoin de ça, donc. Ce que j'allais dire, Hellboy, il est moche. Hellboy, il est pas très beau comme personnage. C'est un gros diable avec des cornes coupées. Même la forme de l'eau. Enfin, je veux dire, ces créatures, ils sont pas attirantes, tu vois, de base. Ils sont quand même un peu, voilà. Et là. Oui, justement, j'ai l'impression que leur but de cinéma, c'était de montrer que la créature, oui, elle est moche, mais en fait, elle a un bon fond ou ce genre de truc, quoi. Ça m'étonnerait pas de voir des édits de Jacob Elordi en Frankenstein avec. J'abuse, mais voilà, quoi. Tu vois, je le trouve trop, en fait, je le trouve trop beau. En fait, cette créature de Frankenstein. C'est vrai que c'est étonnant aussi venant de Del Toro, quoi. Qu'il ait pas fait un truc un peu dégueu, tu sais, ouais. Un peu plus sur la chair et tout. Est-ce que c'est encore à cause de Netflix? Je sais pas, mais moi je me après, moi je pense pas, parce que je pense, et ça j'ai un problème parfois de son cinéma, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il est plus intéressé parfois à rendre les choses belles qu'à créer de l'émotion, parfois, Guillermo del Toro. Même dans sa manière de filmer, etc. Il y a un peu ce problème-là, je trouve, des fois avec lui, quoi. Comme j'ai dit, c'est peut-être aussi pour ça qu'aucun Guillermo del Toro ne m'émue réellement, en fait. C'est parce qu'il cherche pas, enfin, il va pas chercher l'émotion ou quoi, en fait. À part peut-être le labyrinthe de Pan, je le dis, voilà. La créature, Jacob Elordi. Par contre, t'es plutôt convaincu par sa performance, quand même? Ouais, je le trouve bon, hein. Je trouve qu'il joue très bien, la créature et tout. Ouais, moi je trouve que ça marche. C'est pas le cas pour toi? Alors, si, en fait, j'ai pas de même, enfin, j'ai quasiment, il y a un personnage, je trouve que il y a un problème de performance, mais quasiment tous les persos jouent plutôt bien. Mais je trouve, malgré quand même des dialogues parfois qui sont pas terribles, je trouve. Et ouais, en fait, comme il est massif, etc. Je trouve qu'il se donne beaucoup, même Oscar Isaac. Je trouve, il a un côté antipathique qu'il arrive bien à développer. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème émotionnel, comme je l'avais dit en préambule, avec cette créature, avec ce personnage. C'est-à-dire, j'ai un gros problème émotionnel avec la relation avec Mia Goth, moi.
Enfin, je trouve que ça marche pas du tout, en fait, dans le film. Mia Goth, elle joue un personnage de Love Interest, là, qui est censé se marier avec le frère de Victor Frankenstein, mais lui, il est amoureux d'elle aussi, et la créature, elle tombe aussi amoureuse de la créature. Et moi, déjà, je trouve que ça passe pas du tout, Mia Goth. Je trouve qu'il y a un miscast. Genre, je n'arrive pas à la voir dans ce personnage. Première chose, j'ai un vrai problème. Et surtout, ce qu'elle a à jouer, son personnage, il n'existe pas vraiment, en fait, dans le film, quoi. J'ai un vrai problème avec ça, quoi. C'est-à-dire que les êtres humains et tout ça, enfin, les êtres humains, les hommes, pardon, dans le film, ils ont une existence un peu propre, et elle aime les insectes, et c'est tout, quoi. Sinon, c'est la love interest, etc. Et émotionnellement, il y a un truc qui se passe à la fin, quoi. Bon, voilà, les gens savent, d'habitude, on spoil et tout, mais à la fin, elle est censée mourir et il est censé avoir un moment très beau entre les deux, etc. Mais je n'y crois pas une seule seconde à ce truc-là. Je veux dire, ils sont tombés amoureux en 2 secondes. Enfin, je n'arrive pas. Enfin, ils ont eu 2 scènes ensemble, quoi. Ils se voient 2 fois, tu vois. Je me dis, mais ça arrive trop vite. Enfin, mais moi, je trouve d'ailleurs, Guillermo del Toro, il a un problème. Enfin, moi, j'ai un problème avec ces histoires d'amour parce que la forme de l'eau, ça m'a pas touché. Je trouve que il y avait un peu ce problème-là, même si c'est moins bien quand même dans la forme de l'eau, parce que c'est l'histoire quand même centrale, hein, de l'histoire d'amour. Mais même, je pense quand même que la forme de l'eau, c'est ça, mais la meilleure histoire d'amour qu'il a fait quand même. Ah, mais parce que ça se concentre sur ça, tu vois. Mais les histoires d'amour en général, c'est pas la folie. Enfin, Crimson Peak, déjà, je trouve qu'il y a un problème d'alchimie, enfin voilà, d'y aller vraiment. Et là, c'est pas prégnant une seule seconde, quoi. Mia Goth et Jacob Elordi et leur romance, etc., où ils se sont vus 2 fois, où elle tombe amoureuse d'elle. Enfin, ça marche pas du tout, moi, je trouve. Je sais pas toi, mais. Ah oui, mais je suis complètement d'accord. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème, même avec les autres persos. Alors, peut-être tu trouves pas, mais moi, je trouve que, en fait, il y a pas beaucoup de développement. En fait, j'ai l'impression qu'ils développent que Victor, et la créature. Et tout ce qui tourne autour, pas tellement plus que ça, quoi. Parce que même ce qui se passe avec le personnage c'est Christopher Waltz, ouais. Christopher Waltz, ouais. Bon, au final, je sais pas, j'ai l'impression que quand il y a la révélation de sa maladie, ça arrive super vite et que, en fait, c'est, d'accord, on l'a pas tellement connu le personnage, quoi. Et j'ai vraiment l'impression là aussi sur Victor, qu'au final, le personnage, je le connais pas plus que ça. Donc son frère, hein. Son frère, je sais plus. Tu veux dire le frère de Victor Frankenstein, tu veux dire. Ouais, le frère de Victor, ouais. Qui doit se marier avec Mia Goth et tout. Oui, mais en fait. Ouais, voilà. Mais ça, enfin, je sais pas si on y reviendra tout de suite ou pas, mais c'est dû au fait que je pense cette première partie, moi, je trouve qu'elle est surdéveloppé pour des trucs où en fait on sait pas, enfin on s'en fout en fait. Enfin vraiment, c'est-à-dire que le film a 2 parties en fait, c'est-à-dire que il y a la partie de Victor Frankenstein, la partie de la créature de Frankenstein, et il y a une sorte de prélude, une scène d'intro qui est super par contre, qui est vraiment super, où là Jacob Elordi là en Frankenstein défonce tout le monde. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est une bête, un monstre, etc., qui évidemment qui va être déconstruit dans la deuxième partie, etc. Mais je trouve que le film démarre avec sa meilleure scène, et après je trouve que le film, en fait, il n'y a pas de suspense, a pas de montée en tension, et toute la première partie, c'est toute la backstory de Victor Frankenstein, c'est-à-dire que, et ça dure 1h20, 1h30, hein. Vraiment, la première partie sur 2h30, c'est énorme. Et, enfin, moi, je trouve que Victor Frankenstein n'est jamais aussi intéressant qu'avec la créature, en fait. Parce qu'en fait, sur la première partie, on te sort toute sa backstory, tout son truc avec sa mère, tout le truc oedipien et tout. Et je trouve ça extrêmement bavard. Je trouve que le film parle énormément et tout, et pour quelque chose, enfin, qui me touche pas, et en fait, on s'en fout, enfin, de ces personnages-là, de Christophe Waltz, etc. Est-ce que qu'il soit là, je veux bien, mais qu'il soit autant développé, pour qu'au final, dans la deuxième partie du film, en fait, on s'en fout de tout ça. Enfin, je trouve que c'est un peu trop. On s'en fout complètement, ouais, c'est vrai. Oui, bah, c'est trop, pire, comme je disais, en préambule, on connaît l'histoire. On sait qu'elle va arriver la créature de Frankenstein. Tu fais traîner pendant 1h30. Au final, tu racontes pas grand chose et c'est ça. On s'ennuie un peu. Bah, c'est ça, c'est que je suis en train de me dire, mais pourquoi tu me fais 1h30 aussi longue pour me raconter ça? Enfin, moi, personnellement, je me suis dit, mais c'est quand même très long pour ce que ça raconte, pour le coup. Bon, bah écoute, peut-être qu'il y a des gens, ils ont été transportés, etc. Mais moi, tous ces personnages-là, ils m'ont pas du tout parlé. Et comme j'ai dit, c'est extrêmement bavard, quoi. C'est-à-dire que ça parle énormément, et je trouve, il était déjà tombé 1 ou 2 fois dans ces trucs-là. Je trouve les dialogues surexplicatifs parfois, et d'une niaiserie quand même, à certains moments où j'étais un peu mal à l'aise, franchement. Ah ouais? Bah, je trouve. J'ai pas vraiment ressenti ça, mais oui, ça je trouve que le film est d'une niaiserie, parfois, quand même. C'est-à-dire, juste déjà l'histoire d'amour, je trouve, est d'un niais, comme pas possible. Je veux dire, les 2 personnages qui se voient 2 fois et qui tombent à bon. Enfin, ça, j'ai toujours eu du mal. Mais la fin, par exemple, où il se pose. Putain, déjà, moi, il y a ce moment, j'avoue que je trouvais que c'est un peu ridicule, où la créature, elle arrive, elle dit, bah, maintenant, je vais vous raconter mon histoire. Et tout, je fais, aïe.
Moi ces phrases comme ça marche pas du tout. Et à la fin, il raconte son histoire et les chefs du bateau et tous ceux du bateau, ils le laissent partir. Je suis désolé, c'est un peu trop niais, quoi. Enfin, pour moi, là, je peux pas, quoi. Ouais, mais ça, est-ce que c'est pas, pas dire des hommages, mais comment dire, un peu, c'est des références qu'il a de vieux, tu sais, de très vieux films. Mais en fait, tu vois, et où c'était un peu niais comme ça, quoi. Bah, en fait, moi, ça me dérange pas, en fait, qu'il adapte à sa sauce et même que ce film ait cette direction-là. C'est vraiment comment c'est fait, quoi. C'est-à-dire que j'ai tellement, l'histoire d'amour, entre Miyagot et Jacob Elordi, je peux y croire, mais il faut qu'elle soit prégnante dans l'histoire. La décision de fin, faut que les personnages l'attaquent plus et qu'ils repartent. Mais je peux y croire, mais il faut que ce soit travaillé. Enfin, là, je trouve, j'ai l'impression que il faut juste que j'y croie. Enfin, faut un esprit un peu niais pour que t'acceptes ça. Et moi, j'y arrive pas, quoi. Et surtout quand c'est des dialogues un peu, voilà. Surtout que des fois, c'est surexplicatif, un peu niais. Genre, à la fin, quand Victor Frankenstein, il est là, il dit, en fait, le monstre, c'est toi, Victor. Et tout, et je fais oui, parce qu'en fait c'est un peu trop dans ta gueule. C'est ça, tu le verbalises pas. On a tous compris le truc et c'est enfin, je sais pas, moi juste des personnages qui déclament comme ça parce que ils ont une manière de déclamer leur texte quand même qu'il faut accepter. Après on est dans un conte, etc. Donc voilà, mais quand il y a des dialogues un peu ridicules comme ça me sort tout de suite, moi, pour le coup, hein. Mais surtout que j'allais dire par exemple dans Hellboy 2, ils te le disent pas concrètement comme ça. Il dit pas, moi c'est le monstre. Enfin, c'est juste que tu vois qu'à un moment, par exemple, je me rappelle qu'il se bat contre une bestiole énorme là. Il sauve les humains et après tout le peuple il lui jette des trucs à la gueule en mode oui. Non mais t'es un monstre. Mais on va pas se mentir, ça a jamais été subtil, Guillermo del Toro, mais ça a jamais été subtil visuellement. Je veux dire au niveau des dialogues, bon, si peut-être dans certains de ses films, mais là j'ai jamais senti aussi surexplicatif que dans ce film-là sur des choses qu'on comprend, mais tellement, surtout sur un récit. Je suis désolé, mais un récit de Frankenstein que tout le monde connaît, que tout le monde capte, tu vois. Donc je trouve ça un peu étrange, quoi, quand même, qu'il est à fond là-dedans, quoi, pour le coup. Et ouais, du coup, moi, cette première partie, ça a été compliqué, hein, avec Victor Frankenstein, qui est antipathique, au possible. Enfin, je trouve qu'il le joue bien, quand même, Victor, le Oscar Isaac, je trouve que vraiment, quoi. Et même si je trouve qu'il a rendu quand même le récit beaucoup plus manichéen qu'il ne l'est, c'est-à-dire que là pour le coup il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vraiment Victor Frankenstein le monstre, etc. Et dans la logique de Guillermo del Toro, je le comprends. Enfin, moi ça me dérange pas beaucoup que ce soit plus manichéen, parce que dans la logique que le monstre n'est pas vraiment le monstre, etc. Il pousse un peu le truc, bon ça me dérange pas. Mais moi la deuxième partie du film, je la trouve un peu meilleure quand même, c'est-à-dire la dernière heure avec Jacob Elordi où on le voit avec l'aveugle, etc. où il apprend à parler, tu vois, l'amour, etc. Je trouve que là, ça marche un peu mieux quand même, je dirais, que la première partie pour moi. Moi, j'ai eu un problème, c'est que j'étais plus dans le film, quoi. Donc, j'en avais plus rien à foutre de ce qui se passait. Donc, j'ai eu un gros souci et en fait, là, à ce moment-là, je regardais le film passer et voilà, quoi. J'étais plus dedans. J'ai pas réussi à rentrer dedans et là, ça, ce que tu parles, ça arrive au bout d'1h30, 1h40, pour un film qui fait 2h30, je crois. Ouais. C'est pas très long, hein. Ça fait 30 minutes peut-être cette séquence-là. Oui, quand même. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus fluide et elle s'emboîte beaucoup mieux que les premières 1h30 qui étaient beaucoup plus étirées, etc. Bon, là, je trouve que ça marche un peu mieux. Ouais, mais j'ai l'impression que ça rush aussi, quoi. Ok. J'ai un peu l'impression que ça rush. Même si je vois que c'est pas mal avec. D'ailleurs, c'est un acteur qu'on voit beaucoup, lui, le vieux là, celui qui joue. Oui, il joue dans Harry Potter. C'est Rusard. Oui, voilà, il joue dans Harry Potter. Il jouait dans The Strain d'ailleurs. Oui, voilà. Qui est de Guillermo del Toro. Donc. Il a joué dans plein de trucs, lui. Je le voyais tout le temps à un moment. Et ouais. Ouais, c'est sympa et tout. Mais en fait, ça, il fallait me le raconter beaucoup plus tôt, quoi. Parce que là, moi, j'étais plus là, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il s'amuse plus. En tout cas, que peut-être c'est parce qu'il est dans des carcans qu'il maîtrise bien. Voilà, c'est la créature, l'humanisation de cette créature-là, et ça marche mieux. Et puis il revisite le conte de base, etc. Moi, je trouvais que ça marchait un peu mieux. Peut-être voilà, je sais pas. J'avais plus de plaisir en tout cas à suivre la créature que Victor Frankenstein pendant 1h30 pour le coup. Bon, voilà quoi. Par contre, gros problème qu'il faut en parler, la musique. Je sais pas toi, mais là par contre c'était compliqué, moi, la musique, je trouve. Pourquoi? Déjà, je la trouve j'ai pas de souvenir. Omniprésente, mais tout le temps. Tu vois, elle est tout le temps là, la musique. C'est Alexandre Desplat, voilà, qui a fait La forme de l'eau, etc. C'est une musique de conte, etc., et qui accompagne, etc. Mais je la trouve beaucoup trop appuyée, beaucoup trop présente sur beaucoup des moments, et surtout, je ne l'entends pas. C'est-à-dire que je suis incapable de dire une musique de ce film. Vraiment. Hein. Oui, c'est ça que je dis. Je sais pas. Mais pourtant, elle est tout le temps là, la musique. C'est-à-dire que j'ai fait attention, elle est tout le temps présente. Mais je ne peux pas te sortir un truc. Alors que La forme de l'eau, franchement, la musique, elle m'était restée quand même d'aller. Enfin, Alexandre Desplat, il fait pas tout le temps des musiques horribles. Tu vois. Après, ça avait été un peu accusé d'être un plagiat d'Amélie Poulain à l'époque, mais bon.
Oui, bon après, voilà, Guillermo del Toro, enfin, je veux dire, ça ressemble quand même, il y a quand même des similitudes. Bah, la forme de l'eau, je trouve que beaucoup, ça ressemble quand même pas mal à ce que pourrait faire Jean-Pierre Jeunet. Après, c'est son univers, etc. Moi, je trouve, enfin, le plagiat, etc. Je trouve que c'était un peu, voilà, c'est un peu débile. Mais en tout cas, ouais, enfin là, je trouve que c'est pas du tout la meilleure partition d'Alexandre Desplat, personnellement, quoi. Non, bah je m'en souviens pas, donc je peux pas dire non. Je pense que non, sinon ça m'aurait marqué. Faut que je fasse plus gaffe à la musique des fois, parce que j'avoue que je fais pas tout le temps gaffe. Parce que en fait, c'est une musique qui est fonctionnelle, et après, bon, en fait, Bah, c'est de la musique qui accompagne tout le temps, quoi, qui est tout le temps là, quoi. Mais c'est aussi ça, c'est que quand la musique est omniprésente, parfois tu l'entends même plus tellement pendant 2h30 elle est là et elle est tellement présente que tu la sens même plus, quoi. Mais je sais pas, il y a pas un thème. Ouais, mais tu vois, sur Oppenheimer, ça faisait ça et pourtant ça marchait, quoi. Ouais, bah déjà, Oppenheimer, c'est quand même, enfin, je trouve la musique déjà bien meilleure. Voilà, juste ça. Mais surtout, je trouve qu'elle accompagnait vraiment le personnage dans un espèce de délire un peu psyché, de sa psyché, un peu de mathématicien, etc. Moi, je trouve que ça marchait vraiment, quoi. Pour le coup. Bon, là, ça marche pas. Après, il y a la musique qui est très présente, souvent, parfois dans plein de films, mais que j'entends et qui est prégnante. Là, voilà, ça a pas marché. Voilà, pour le coup. Et moi, le plus gros, je sais pas si c'est le plus gros problème, mais en tout cas, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est vraiment un film de Guillermo del Toro, par exemple. Là, tu vois, on se pose la question, est-ce que Netflix broie les auteurs et tout? Pour moi, il n'y a pas de doute. C'est lui qui a fait le film. Enfin, on retrouve ses thématiques. Il y a une certaine manière de faire, etc. C'est lui. Que ce soit réussi ou pas, que je trouve le film réussi ou pas, voilà. C'est un film de lui. Mais j'ai l'impression que c'est un film beaucoup trop évident, en fait, de lui. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, ça fait 20 ans qu'il veut faire ce film, mais ça fait aussi 30 ans qu'il fait ce film, quoi. La créature de Frankenstein. Mais vraiment, je veux dire, et d'ailleurs, la créature de Frankenstein, elle infuse tellement de trucs. Tellement Frankenweenie, enfin, c'est partout, en fait, la créature de Frankenstein. C'est ça qui est fou. Chaque fois qu'il y a un monstre, un truc comme ça, c'est tellement imprégné partout que déjà, de refaire un truc, si t'apportes pas quelque chose, bah, c'est compliqué, mais dans l'œuvre elle-même de Guillermo del Toro, putain, c'est compliqué, quoi. Mais en fait, je me dis, est-ce que, tu sais, souvent, on a ces histoires de cinéastes qui veulent faire un film pendant 30 ans, 40 ans, etc. Et quand le film arrive, on est toujours un peu déçu, en général. Tu sais, on est toujours un peu en mode, souvent. Ouais. Ah putain, il avait tellement pas pu le faire, il a tellement essayé de le recréer dans d'autres films de manière intelligente, etc. Et que quand ça arrive, c'est toujours un peu, voilà, Megalopolis, par exemple. Le mec te dit, ça fait 30 ans que je voulais faire. Ou Don Quichotte, ouais. Ouais, Don Quichotte, ouais. Oui, c'est ça. Il y a toujours ces films-là où les mecs, ça fait tellement longtemps, et en fait, quand ça arrive, ils ont tellement maturé, ils ont tellement fait autre chose. Enfin, je trouve que là, qu'en fait, c'était peut-être trop évident pour Guillermo del Toro. On retrouve tout de Guillermo del Toro, le rapport au père. Voilà, là, il y a un vrai rapport, un quadruple rapport au père dans ce film. Ça a déjà été traité par Guillermo del Toro, ça a déjà été traité en mieux. Les histoires de la créature qui devient humaine, elle a déjà été créée par Guillermo del Toro tout le temps. L'enfance, la maltraitance de l'enfance, la relation, même les relations amoureuses entre une créature et un humain, ça a déjà été fait, et ça a déjà été fait en mieux. Et même visuellement, ce film qui est gothique, romantique et tout ça, Crimson Peak, c'est beaucoup plus beau. Donc tu vois, je suis un peu en mode, c'est pas un mauvais film, mais est-ce qu'il a pas déjà tout fait ça en mieux avant? Bah, c'est un peu le problème, ouais. Ouais, c'est un peu le problème. Bah, parce que, oui, bah, t'as dit, la filiation au père, Hellboy, avec le docteur, là, et tout, il y avait ce truc-là, ouais, Crimson Peak, t'as dit, l'histoire d'amour, et puis la forme de l'eau aussi, hein, l'histoire d'amour aussi, ouais, les enfants, bah, ça, il y a des enfants dans tous ces films. Oui, mais il y a toujours un rapport à l'enfance, même quand c'est pas des enfants. Je veux dire, Hellboy, techniquement, oui, il y a un flashback avec un personnage enfant. Même, je veux dire, Hellboy, quand il est adulte, c'est le fils de quelqu'un, et il a un rapport un peu enfantin, tu vois, quand même, Hellboy, il est un peu enfantin sur certains points. Oui, sur certains points, mais t'as quand même, tu sais, le flashback où on le voit enfant avec, dans le lit, là. Avec non, ça c'est dans le 2, mais oui. Adoptif. C'est dans le 2. Mais après, voilà, il y a toujours un rapport là-dessus, quoi. Il y a tout. Moi, j'avais remarqué qu'il y avait toujours des enfants dans ces films et qu'ils mettaient vachement l'accent sur les enfants. Mais parce qu'il y avait dans Mimic aussi, tu sais, il y a le gamin là qui avec les chaussures et tout. Mais même depuis Chronos, les Chines du diable, le labyrinthe de Pan, il y a toujours un truc comme ça qui est très prégnant. Hein. Oui, bah voilà, le labyrinthe de Pan, c'est carrément un enfant, le perso principal. Et oui, non, mais tous ces thèmes sont déjà là. En fait, le film Frankenstein, il l'a déjà fait 15 fois, quoi. C'est un peu le problème, quoi. Et par contre, son Pinocchio, moi, j'avais adoré, tu vois. C'était chez Netflix, mais c'était. Mais moi, je vais te dire, même Nightmare Alley, moi, je trouve ça sympa. Enfin, je trouve ça bien, plutôt bien. Après, je trouve pas que c'est son meilleur film, mais voilà, je trouve ça plutôt bien. Mais je trouve que quand il avait eu l'Oscar pour La forme de l'eau, il était un peu passé à autre chose. C'est-à-dire que il avait une période de renouveau, quoi. Enfin, je veux dire, quand il fait Nightmare Alley, quand il fait Pinocchio, il y a un peu un renouveau dans son cinéma. Et là, je trouve qu'il retourne à quelque chose qu'il avait déjà traité en mieux, en bien, etc. pour faire le projet qu'il a toujours voulu faire. Mais est-ce que ce projet aurait pas dû rester un fantasme, tu vois, peut-être, je me dis.
Au final. Peut-être. Après, au moins, on pourra dire qu'on l'a vu. Non, mais après, il fait les films qu'il veut, voilà, voilà, mais pour le coup, quand il y a un film qui est trop un fantasme pour un réalisateur, et voilà, peut-être qu'il, voilà. Enfin, nous, ça nous a pas conclu, parce qu'il y a des gens qui adorent le film, voilà, il y a des gens qui trouvent que c'est un des meilleurs films de l'année et tout, hein, ça, c'est un truc de fou. Mais nous, on n'a pas été convaincus à fond, voilà, pour le coup. Bon, ça va, il reste quand même ton réalisateur préféré, ça va. Oui, bah oui. Après, j'ai l'impression qu'on a défoncé le film, mais parce qu'on a surtout pointé les trucs qui allaient pas, mais c'est souvent comme ça, voilà. quand t'es déçu par un film. Ouais, bah c'est ça. Hein. Non, bon, après, on a dit que voilà, techniquement, c'est plutôt réussi, tout ça, mais oui, moi, je me suis ennuyé, je vais pas. C'est ça, on s'est ennuyé poliment, voilà, pour le dire clairement, voilà, c'est pas un film horrible, mais voilà, on s'est un peu ennuyé. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Guillermo del Toro, sur Frankenstein, peut-être quelque chose Tu veux pas faire un Pacific Rim 2 Bah 3 du coup. Le 2 n'existe pas, il y a pas de. Ouais. Et par contre, ça parle, maintenant que j'y pense, d'Oscar pour pour Oscar Isaac et Jacob Elordi. Je les trouve bons, mais tranquilles quand même. Enfin, tu vois. Ah ouais, non. Faut se calmer quand même, je trouve. C'est un petit peu abusé, je trouve. Mais ils sont bons. Ouais, non, moi j'ai pas pensé du tout. Ouais. Non, mais c'est les gens qui ont commencé à, même depuis la Mostra, que Jacob Elordi, il faudrait un Oscar, etc. Ils jouent bien, mais je trouve que voilà, faut pas déconner. Hein. Moi, je suis pas convaincu que plus que ça de lui donner un Oscar. Ouais, j'avoue. Et voilà, Ista, on a fini. Donc voilà, le double épisode. On a fait un épisode sur Predator Badlands et là voilà, sur Frankenstein de Guillermo del Toro. 2 films avec des monstres. Voilà, il faut le savoir. C'est la semaine des monstres. Et bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça fait toujours plaisir et c'est important pour le référencement. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute. Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @La Nuit des Sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Issa, pour les news de la semaine. À bientôt. Ciao.